Et l'école roulée, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais que tu souffles. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibales, hein? Petit canard, va. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nids, avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Encule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Tu pensais que Jumanji, c'était un gentil film pour gosses, avec un jeu de société magique et des animaux rigolos en images de synthèse? Tu croyais que Robin Williams avait débarqué sur le plateau, fait 3 grimaces, encaissé son chèque et était reparti bronzer à San Francisco? Mais putain, si tu savais le bordel cosmique qui se cache derrière ce film sorti en décembre 1995, tu comprendrais pourquoi je dis depuis le début de ce podcast que derrière chaque chef-d'œuvre de ton enfance se cache un merdier humain d'une ampleur que tu ne soupçonnes même pas. Bienvenue dans l'univers sordide et merveilleux d'Histoire d'en dire plus cinéma. Le podcast disponible sur toutes les plateformes. Je suis Skyboy Mio, on revient de vacances, tout va bien, nouvel épisode spécial. Et aujourd'hui, toi, qui écoutes ça en te grattant l'entrejambe à 2h du matin, en pensant que ta culture ciné est à jour, je vais te faire l'autopsie complète de Jumanji. Le vrai film, celui de 95. Pas cette ressucée avec Dwayne Johnson qui sent le déodorant Axe et le marketing pour aller le bodymiser. On va parler d'un budget de 65 millions de dollars en 1995, ce qui est absolument démentiel pour l'époque. On va parler d'un gamin de 12 ans qu'on a torturé pendant 70 jours avec des prothèses de singe collées sur la tronche. On va parler d'un réalisateur qui avait tellement la trouille de Robin Williams et de ses improvisations qu'il a failli ne pas le prendre. Mais on va parler d'une petite ville du New Hampshire qui est tombée tellement amoureuse de Robin Williams qu'elle lui a filé les clés de la ville et qu'elle a pleuré sa mort 20 ans plus tard au pied d'une enseigne de magasin de chaussures fictifs. Parce que oui, cette histoire, c'est aussi une putain d'histoire d'amour entre un génie comique et une bourgade paumée de la Nouvelle-Angleterre. Alors, installe-toi, prends un truc à boire et prépare-toi à ce que je te détruise un souvenir d'enfance. Comme d'habitude, on décortique tes films préférés comme un légiste bourré qui aurait ouvert le mauvais cadavre. C'est sale, c'est trash, c'est parfois pathétique, mais bordel, c'est passionnant. Avant de plonger les 2 pieds dans le merdier de la production, faut que je te pose le décor. Et le décor, toi qui crois tout savoir sur ce film parce que tu l'as vu 47 fois sur TF1 un dimanche après-midi pluvieux, il commence bien avant le premier tour de manivelle. Il commence en 1981. Dans la tête d'un type que personne ne connaît vraiment et qui s'appelle Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg, c'est un auteur-illustrateur américain, un type discret, presque timide, qui fait des albums pour enfants. Et en 1981, ce bonhomme publie un petit bouquin illustré au fusain noir et blanc qui s'appelle tout simplement Jumanji. L'histoire tient sur 32 pages. 32 putains de pages. C'est l'histoire de 2 gamins, Judith et Pierre, dans la version française, qui trouvent un jeu de société sous un arbre, dans un parc, et quand ils commencent à jouer, le bordel débarque dans leur salon. Des lions, des singes, une mousson, une éruption volcanique.
Et la seule façon de s'en sortir, c'est de finir la partie. Point. C'est tout. Pas de personnage adulte aspiré dans le jeu pendant 26 ans, pas de chasseur psychopathe, pas de scène de poursuite en voiture avec un rhinocéros, rien de tout ça. Le livre, c'est 32 pages d'illustrations magnifiques et d'une histoire minimaliste. Et pourtant, ce petit bouquin ramasse la médaille Caldecott en 1982, qui est à peu près l'équivalent du prix Goncourt pour la littérature jeunesse aux États-Unis. Von Allsburg devient une star de la littérature pour enfants. Il écrira plus tard le Boreal Express, que tu connais sûrement sous le nom de Paul Express, oui, le film d'animation avec Tom Hanks en motion capture, enfin, pour la première fois en performance capture, qui ressemblait à une invasion de mannequins de cire animée. Bref, ce qui est fascinant, c'est que Von Allsburg lui-même a dit, je le cite en substance, qu'il n'aurait jamais imaginé que Jumanji puisse exister en dehors de son imagination. Excusez-moi, j'allume ma clope. Ouais, en fait, le gars, il pensait que c'était inadaptable. Il avait raison, hein, en un sens, parce que pour transformer 32 pages d'illustration en un film de 104 minutes, il a fallu que les scénaristes Jonathan Hensley, Greg Taylor et Jim Strain inventent littéralement 90% du scénario. Le personnage Nala Parrish, cet adulte coincé dans le jeu depuis 26 ans, joué par Robin Williams, n'existe pas dans le livre. Sarah Whittle, la copine d'enfance traumatisée jouée par Bonnie Hunt, elle n'existe pas dans le livre. Van Pelt, le chasseur colonial qui traque Alan avec un fusil à éléphant, il n'existe pas dans le livre. Le film, c'est une extrapolation délirante d'un album de 32 pages, et honnêtement, c'est l'un des rares cas où l'adaptation dépasse tellement le matériau d'origine que les deux n'ont quasiment plus rien à voir. Et là, tu te demandes comment on passe d'un petit livre au fusain à un film de 65 millions de dollars avec des singes en images de synthèse pour la première fois. La réponse, c'est deux producteurs qui s'appellent Scott Proof et William Tetler. Ces deux types ont lu Jumanji à leur propre gosse, comme beaucoup de parents américains dans les années 80. Et ils ont eu cette illumination hollywoodienne classique. Putain, on pourra vous faire un film. Ils ont contacté le très réservé Von Allsburg, obtenu les droits, et le cauchemar industriel pouvait commencer. Maintenant, on arrive à la partie que j'adore. Toi qui te prends pour un expert en casting, parce que tu commentes sur les vidéos YouTube avec parfait pour le rôle, en majuscule. Le casting de Jumanji, en fait, c'est un roman à lui tout seul. Premier choix pour incarner Alan Parrish, l'homme-enfant revenu de la jungle après 26 ans, c'était pas Robin Williams. Non, le premier choix, c'était Tom Hanks. Tom Hanks, bordel, ouais, le même Tom Hanks qui venait de gagner l'Oscar pour Forrest Gump. Ce film dont je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent et que j'ai qualifié d'arnaque émotionnelle pour débile léger. Oui, ce Tom Hanks-là, sauf que Hanks était occupé à tourner Apollo 13 avec Ron Howard et il a décliné. J'imagine la version avec Tom Hanks, ça aurait été un film complètement différent, plus sérieux, plus sobre, plus Hanks quoi. Moins de folie pure. Et quand Tom Hanks a dit non, ça a ouvert les vannes. Les noms qui ont circulé pour le rôle, c'est la moitié de l'annuaire d'Hollywood. Des années 90 en tout cas. Dan Aykroyd, Bruce Willis, Michael Keaton, Kevin Kline, Chevy Chase, Sean Penn, Kevin Costner, Richard Dreyfuss, Michael Douglas, Harrison Ford, Sean Connery, Bill Paxton, Arnold Schwarzenegger, Alec Baldwin, et même Bryan Cranston, et Walter White en personne, a été mentionné
Tu te rends compte du casting alternatif de dingue qu'on aurait pu avoir? Sean Connery avec un accent écossais revenant de la jungle de Jumanji, ça aurait été un chef-d'œuvre involontaire du doublage français. Je m'appelle Parrish. Alan Parrish. Bon, finalement, c'est Robin Williams qui décroche le rôle. Et là, le réalisateur, Joe Johnston, a un problème. Joe Johnston, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le type qui avait réalisé Cherise et Rétrécis les gosses en 89, Only Other Shrunk the Kids, pour Disney. Un film familial, efficace, bien huilé. Pas vraiment un truc d'auteur, mais un artisan compétent. Johnston, il sait gérer les effets spéciaux, il sait diriger les gosses, il sait faire du spectacle. Johnston a une trouille monumentale de Robin Williams. Pourquoi? Parce que Robin Williams, dans les années 90, c'est une machine à improviser complètement incontrôlable. Le type est capable de te prendre 40 prises différentes d'une même réplique, chacune plus délirante de la précédente, et de te foutre en l'air toute ta structure narrative. Johnston avait des réserves, il l'a dit ouvertement. Il craignait que Williams ne respecte pas le scénario, mais que le film se transforme en one-man show improvisé. Et c'est là que Williams a fait quelque chose de remarquable, et qui montre à quel point ce type était un professionnel au-delà du génie comique. Williams a compris que Jumanji n'était pas un véhicule pour ses vannes. Il a dit à Johnston, en substance, il avait saisi qu'il s'agissait d'une histoire étroitement structurée et qu'il jouerait les scènes comme indiqué dans le scénario. Quelques improvisations autorisées avec Bonnie Hunt, oui, parce que Hunt était elle-même une improvisatrice de talent et que leur alchimie était réelle. Mais pour le reste, Williams s'est tenu au texte. Mais comment faisait-il pour ne pas exploser? Comment un type dont le cerveau tournait à 300 000 tours minute, dont la capacité d'association d'idées frisait le surnaturel, faisait pour rester dans les clous pendant 8 heures de tournage par jour? Jonathan Hyde, l'acteur qui joue à la fois le père d'Alan et le chasseur Von Pelt, a révélé le secret. Tous les lundis soirs, Robin Williams, pendant le tournage, allait dans un club de comédie à Vancouver et faisait 1h30 d'improvisation avec le public local. Puis 1h30 de stand-up solo, comme une soupape de sécurité. Et entre les prises, sur le plateau, Williams et Hyde improvisaient ensemble des personnages fictifs inspirés des nouvelles du jour ou des serveurs du restaurant de la veille, juste pour se purger. Hyde a dit que c'était de la joie pure. La joie pure d'un génie qui se retenait de péter les plombs pendant que le boulot et qui libérait tout le soir venu. Pour le rôle de Sarah Whittle, l'amie d'enfance d'Alan, devenue diseuse de bonne aventure traumatisée, c'est Bonnie Hunt qui est choisie. Kirstie Alley, la star de la série Allô maman ici bébé, avait été envisagée, mais Hunt a décroché le rôle. Et c'est une bénédiction. Hunt et Williams ensemble, c'est de l'art comique. Leur complicité crève à l'écran et donne au film ses moments les plus chaleureux. Côté enfant, c'est là que ça devient croustillant. Pour le rôle de Judy Shepherd, la gamine débrouillarde, les producteurs hésitent entre deux actrices. D'un côté, Kirsten Dunst, qui a déjà impressionné tout le monde dans Entretien avec un vampire, aux côtés de Tom Cruise et Brad Pitt, l'année précédente, et de l'autre, une gamine encore quasi inconnue du grand public. Cette gamine, elle s'appelle Scarlett Johansson. Ouais, la future veuve noire. Eh ouais, vous la connaissez? Les films de super-héros. La future actrice la mieux payée d'Hollywood. Elle a auditionné pour jouer dans Jumanji à l'âge de 11 ans. Et elle s'est fait recaler au profit de Kirsten Dunst. Imagine la tronche de la directrice de casting qui a dit non merci à Scarlett Johansson. Sur le moment, c'était probablement la bonne décision,
Parce que Dunst avait l'expérience et le charisme de quelqu'un qui avait déjà tenu tête. Pardon, j'ai des bruits de Windows. Donc, excusez-moi, petit problème technique. Je disais donc qu'il avait déjà tenu tête à Tom Cruise devant une caméra. Mais rétrospectivement, c'est une anecdote de casting hallucinant. Et pour Peter Shepard, le frère de Judy, c'est Bradley Pierce qui est choisi. Bradley Pierce, qui avait 12 ans, c'était un gamin qui avait doublé Chip Latas dans La Belle et la Bête de Disney et Tails dans la série animée Sonic. Un petit gars avec de l'expérience, mais rien ne pouvait le préparer à ce qui l'attendait sur le plateau de Jumanji. Absolument rien. Absolument rien. Et on en reparle dans le prochain chapitre, parce que ce gamin, ce qu'il a subi, c'est un dossier pour l'inspection du travail. Bon, accroche-toi bien, toi. Mon cortex cinéphile est en stade terminal de putréfaction. Parce que je vais te raconter maintenant. Ce que je vais te raconter maintenant, c'est le genre de truc qui te fait regarder un film pour enfants d'un œil complètement différent. Bradley Pierce, qui avait 12 ans quand il a commencé le tournage de Jumanji, 12 ans, l'âge où normalement tu joues à la Game Boy, tu manges des pitchs au goûter et tu te demandes pourquoi les filles de ta classe commencent à te rendre bizarre. Pas à l'âge où tu passes 3h30 par jour dans un fauteuil de maquillage pendant qu'on te pose des prothèses de singe sur la gueule. Hein. Parce que voilà le truc. Dans le film, le personnage de Peter essaie de tricher au jeu en truquant les dés. Et ça, le jeu le punit en commençant à le transformer en singe. Et en 1995, on ne fait pas ce genre de transformation en image de synthèse. Non. En 1995, la seule façon de transformer un gamin en hybride mi-humain, mi-primate, c'est de la faire à l'ancienne, avec des prothèses en latex, de la colle spéciale, des faux poils et une patiente de moine bouddhiste. Les prothèses ont été conçues par le duo Alec Gillis et Tom Woodruff Jr., les grands, les plus célèbres, les mêmes types qui avaient bossé sur Alien 3, entre autres, oui, encore Alien 3, le film que j'ai autopsié dans un épisode précédent et qui reste mon traumatisme personnel de l'ingérence corporatiste. Gillis et Woodruff, c'était la crème des effets de maquillage. Ils savent faire des monstres plus vrais que nature. Mais leur travail exige du temps. Beaucoup de temps. Au départ, la production avait prévu que le maquillage de singe serait nécessaire pendant environ 40 jours de tournage. 40 jours. C'est déjà énorme pour un gamin. Mais la réalité a été bien pire. Les 40 jours se sont transformés en presque 70 jours. 70 putains de jours où ce gamin de 12 ans devait se lever à l'aube, s'asseoir dans le fauteuil de maquillage et subir 3h30 d'application de prothèse chaque matin. Puis à la fin de la journée, il fallait encore 1 heure pour tout enlever. Je fais le calcul, 4h30 par jour, rien que pour le maquillage. Sur 70 jours. Ça fait 375 heures passées dans un fauteuil à se faire tripoter la tronche. L'équivalent de 13 jours complets non-stop. 24 heures sur 24 à se faire coller du latex sur le visage. Et le pire, c'est qu'une fois que le maquillage est appliqué, Pierce ne pouvait plus manger normalement. Parce que mâcher aurait détruit les prothèses autour de la bouche. Il aurait fallu tout recommencer. Alors le gamin mangeait des shakers protéinés avec une paille. Pendant 70 jours. Des shakes protéinés et une paille à 12 ans. Pendant que les autres gamins de son âge mangeaient des hamburgers et des frites à la cantine. L'équipe technique a essayé de lui rendre la vie un peu moins horrible. Ils lui ont installé une télé dans la caravane de maquillage pour qu'il puisse regarder des dessins animés pendant l'application. Mais le vrai héros de cette histoire, c'est celui qui a empêché ce gosse de péter un câble. C'est Robin Williams. Williams venait s'asseoir dans la caravane de maquillage avec Pierce le matin, bien avant ses propres scènes, juste pour lui tenir compagnie.
Et c'était pas un geste anodin. Williams savait exactement ce que Pierce endurait, parce que lui-même avait vécu un calvaire similaire 1 an plus tôt. Sur quel tournage, à votre avis? Madame Doubtfire. Bah oui, tu te souviens de Madame Doubtfire? Robin Williams, déguisée en vieille dame écossaise avec des prothèses de mamie. Les maquillages de Madame Doubtfire, c'était 4 heures d'application chaque matin. Williams connaissait la douleur, l'ennui, la claustrophobie de ces 3 heures interminables dans un fauteuil. Alors il s'est assis à côté de ce gamin et il lui a appris des techniques de méditation. Robin Williams, le type le plus attractif d'Hollywood, a enseigné la méditation à un gosse de 12 ans couvert de faux poils de singe. Si ça, c'est pas de la beauté humaine au milieu d'un merdier industriel, je sais pas ce que c'est. Pierce a dit des années plus tard que Williams était l'une des personnes les plus généreuses qu'il ait jamais rencontrées. Pas généreux avec l'argent, non. Généreux avec son temps, son énergie, sa sagesse. Il était disposé à servir de mentor à Pierce et à Kirsten Dunst. Et Dunst a confirmé tout ça des années après. Elle a dit que Williams lui avait appris comment traiter une équipe de tournage avec respect, que c'était la leçon la plus importante qu'elle ait reçue à cet âge-là. Elle a dit en substance qu'il avait laissé une empreinte indélébile sur elle par sa grâce et sa façon de traiter les gens. Et aussi qu'il lui avait offert son premier ordinateur. Robin Williams, qui achète un ordinateur à une gamine de 13 ans parce qu'il pense que c'est important pour son avenir. On est loin de l'image du Hollywood égoïste et calculateur. Mais attends, l'histoire de Bradley Pierce et des enfants sur ce tournage ne s'arrête pas là, parce que les producteurs, comme tous les producteurs qui flairent le dépassement de budget, comme un requin flaire le sang, ont commencé à vouloir faire travailler les gamins au-delà du temps imposé par la loi. Alors, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, les enfants d'acteurs ont des horaires de travail strictement réglementés. Tu ne fais pas bosser un gamin de 12 ans pendant 14 heures d'affilée, même si ta scène de stampede n'est pas terminée et que ça te coûte $100 000 par jour de retard. Les producteurs ont commencé à approcher les parents de Pierce et de Dunst pour voir s'ils accepteraient des heures supplémentaires. Et c'est là que Robin Williams a pété un câble. Williams a dit non, catégoriquement. Il a interdit aux producteurs de faire bosser les enfants au-delà du temps réglementaire. Il a utilisé son poids de star, sa position de force au box-office, pour protéger 2 gamins qui ne le connaissaient que depuis quelques semaines. C'est Pierce lui-même qui a raconté cette anecdote à la radio canadienne CBC 25 ans plus tard. Il a expliqué que Williams leur a dit en substance que ces gamins ne travailleraient pas plus que la loi leur autorisait, un point c'est tout, et que si les producteurs n'étaient pas contents, ils pouvaient aller se faire voir. Évidemment, quand ta star numéro 1, celle dont le nom est sur l'affiche, te dit d'aller te faire foutre, tu discutes pas, C'est ça la face cachée de Robin Williams sur Jumanji. Pas seulement le génie comique qui faisait des imitations d'Ethel Merman entre les prises, et que les gosses ne comprenaient pas du tout parce qu'ils ne savaient même pas qui c'était, mais le type qui se levait à l'aube pour méditer avec un gamin couvert de prothèses, qui refusait que des producteurs exploitent des enfants, et qui offrait des ordinateurs et des scripts reliés dédicacés à ses collègues quand le tournage se terminait. Parce que oui, à la fin du tournage, Williams a offert à chaque membre du casting un exemplaire relié et signé du scénario, un geste de classe absolu, le genre de cadeau que personne ne revendra jamais. Maintenant, toi qui crois qu'un film de cette ampleur se tourne dans un joli studio climatisé de Los Angeles, avec des palmiers et une fontaine dans le parking, je vais te raconter la réalité logistique de Jumanji. Le tournage de Jumanji s'est déroulé principalement au Canada, dans la province de Colombie-Britannique. Les intérieurs ont été filmés au Bridge Studio de Burnaby, une banlieue au sud-est de Vancouver. La façade extérieure du manoir Parrish, cette grande baraque de Nouvelle-Angleterre, qui se retrouve envahie par la jungle, était une façade construite sur un terrain vague,
au 1438 Balfour Avenue, dans le quartier du Mount Pleasant, à Vancouver. Une façade, ouais, un décor en carton-pâte, pas une vraie maison. Et une fois le tournage terminé, ils l'ont démonté. Tu essaies de la retrouver aujourd'hui, tu tombes sur une vraie maison construite des années plus tard, sur le même terrain. Tu cherches un fantôme, en gros. Pas de bol pour l'urbex. Et voilà le détail de production qui me fascine le plus sur ce film. La toute dernière scène de Jumanji, celle de la fête de Noël chez les Parish, où tout est revenu à la normale, avec la neige, les enfants heureux, le happy end qui fait pleurer ta mère. Cette scène-là a été tournée en premier. Et ouais, en premier. La scène de fin, filmée au tout début du tournage. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'équipe de production savait que le tournage des scènes d'action allait littéralement détruire le décor du manoir. La marche des éléphants, l'inondation, les plantes carnivores géantes, tout ça allait démolir les murs, arracher les boiseries, noyer les planchers. Alors ils ont filmé la scène de Noël en premier, quand le décor était encore intact, impeccable, tout propre. Ils ont même fait venir de la neige fraîche des montagnes de Vancouver pour que le plan nocturne du manoir soit parfait. De la neige importée des montagnes pour un plan de 5 secondes. Ah, Hollywood, c'est de la folie. Le supermarché Third and Save-A-Lot dans le film, celui où Van Pelt va acheter son fusil, c'est un supermarché désaffecté au Delta Fair Mall, à l'intersection de la 56e rue et de la 12e avenue à Torrance, une station balnéaire au sud de Vancouver. Aujourd'hui, c'est un Seven Foods. Tu peux y faire tes courses tranquillement sans qu'un chasseur colonial sorti d'un jeu de société te tire dessus entre le rayon chips et le rayon surgelé. Mais le vrai joyau du tournage, c'est Keene. Keene, dans le New Hampshire, une petite ville de 23 000 habitants dans le coin sud-ouest de l'État. C'est là que les scènes de la ville fictive de Brantford ont été filmées. La place centrale de Keene, avec son kiosque à musique et ses commerces, est devenue Brantford le temps du tournage. Les magasins ont été redécorés, les rues transformées, et environ 125 figurants locaux ont été recrutés pour les scènes de panique et de pillage. Parmi ces figurants, une certaine Madeleine Murphy, qui avait reçu une instruction simple: fais comme si tu avais peur et que tu criais parce qu'un éléphant te court après. Elle a couru d'avant en arrière dans la place centrale pendant une longue journée de novembre 1994 et elle a reçu un chèque de 60$ et 47 cents pour sa peine, plus quelques secondes de temps à l'écran qui ont rendu sa mère très fière. Et puis il y a cette histoire extraordinaire avec le maire de Keene. Quand le tournage s'est terminé, le maire de l'époque, William F. Lynch, a invité Robin Williams et Joe Johnston à une cérémonie à l'hôtel de ville pour leur remettre les clés de la ville. La salle du conseil municipal était bondée de familles et d'officiels locaux. Et Williams, étant Williams, a regardé le maire, qui était apparemment plus petit que lui, et a lancé « Le maire au pays des Munchkins ». Et que j'ai enchaîné avec une voix à la magicien d'Oz, et s'est lancé dans un numéro d'improvisation de 15 à 20 minutes, s'approchant des gens dans le public, tirant leurs chapeaux sur leurs yeux, rebondissant littéralement sur les murs comme une balle de flipper humain. Le conseiller municipal Randy Filio, qui était présent sur le lieu, a raconté qu'il s'était dit « Je suis en train de voir un truc dingue. Quelle chance on a !» Et puis William s'est arrêté d'un coup, a dit simplement « Merci » d'un ton solennel, et c'était fini. Le passage du chaos au silence respectueux en une demi-seconde. C'est ça le génie de Robin Williams. Cette capacité de passer à la tornade, à la tendresse, en un battement de cils. L'enseigne Paris Shoes, peinte sur un bâtiment de la rue Ouest, pour le film, est devenue un symbole de Keene. L'équipe du film avait repeint le mur après le tournage pour remettre dans son état d'origine. Les habitants avaient tellement aimé la nouvelle déco que la ville a fini par recréer l'enseigne.
elle y est toujours. Et en août 2014, quand Robin Williams s'est suicidé, les habitants de Keene ont créé un mémorial spontané sous cette enseigne, des fleurs et des bougies, des ballons, des peluches et des mots manuscrits remerciant Williams pour son humour et sa gentillesse. La ville a même organisé une projection publique du film en juin 2025 pour le 37e anniversaire du film. La ville de Keene a proclamé un week-end Jumanji officiel et a invité Bradley Pierce à revenir. L'ancien officier de police de Keene, Joe Collins, qui avait été assigné à la surveillance de Kirsten Dunst et Bradley Pierce pendant le tournage, s'est lui aussi suicidé l'année précédente. Les organisateurs du festival ont prévu une discussion sur la santé mentale et la prévention du suicide en hommage à Williams et Collins. C'est devenu bien plus qu'un film, c'est devenu l'âme d'une petite ville. Maintenant, toi dont la capacité d'attention est plus courte que la durée de vie d'un moustique géant sorti d'un jeu de plateau maudit, on va parler de ce qui a vraiment coûté un bras, une jambe et probablement un rein sur ce film. Ce que je préfère, mon ancien travail, les effets spéciaux. Et ouais, Jumanji en 1995, c'est un film qui tombe à un moment charnière de l'histoire des effets visuels. Joe Johnston l'a très bien résumé. Si le film avait été fait 5 ans plus tôt, tout aurait été fait avec des animatroniques, des marionnettes et du fil de fer. 5 ans plus tard, tout aurait probablement été en images de synthèse. Jumanji est tombé pile dans cette fenêtre inconfortable où on pouvait faire certaines choses en numérique, mais pas tout. Et certainement pas tout avec le même niveau de qualité. L'équipe qui a géré les effets numériques, c'est ni plus ni moins que la plus grande des sociétés des effets spéciaux au monde. Je ne vous l'apprends pas. Industrial Light and Magic, ILM, créé par George Lucas, les types qui avaient fait la Guerre des Étoiles, Indiana Jones, Le Retour des futurs, Terminator 2 et à peu près tous les blockbusters qui sont sortis les 20 dernières années. Et surtout 2 ans plus tôt, Jurassic Park, le film qui avait changé les règles du jeu en matière de créatures numériques. Après Jurassic Park, tout le monde voulait des animaux animés de synthèse dans son film. Et Columbia TriStar, le studio derrière Jumanji, n'a pas fait exception. Dès 1993, ils ont décidé de sauter dans le train en marche. Le superviseur des effets visuels d'ILM sur Jumanji s'appelait Stephen Price. Et son équipe a dû inventer des outils qui n'existaient pas encore. Et ouais, ils ont créé 2 logiciels spécifiquement pour ce film. Le premier s'appelle iCult, un outil qui permet aux animateurs de développer une bibliothèque complexe d'expressions faciales réalistes pour chaque animal numérique. Ça permettait de très loin à ressembler à l'actuel ZBrush, et de très très loin. Et c'était pour faire les blend shape des différentes expressions. Le lion, qui te regarde avec des yeux de tueur avant de bondir sur Alan Parrish, son visage a été sculpté numériquement, expression par expression, grâce à iCult. Le deuxième logiciel concernait la fourrure numérique, et c'est là que c'est techniquement fascinant et complètement dingue. Créer des poils numériques réalistes en 1995, c'est comme essayer de construire un avion de chasse avec des pièces de Lego. L'équipe d'ILM a dû modéliser individuellement des poils à des endroits stratégiques sur la tête du lion, environ 40 poils de référence, qu'on appelait les poils de contrôle ou les groomies, groom en professionnel. Le programme informatique remplissait ensuite les espaces entre ces poils de contrôle avec des milliers d'autres poils qui suivaient les mêmes paramètres de forme et de mouvement. C'est encore la même technique aujourd'hui, mais largement améliorée. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on crée de la fourrure numérique à ce niveau de détail. Et bordel, pour 1995, le résultat
et horrible. Je suis désolé de vous le dire. Malheureusement, il n'y avait pas d'ombrage sur les poils. Les singes étaient modélisés d'une manière assez pauvre, ce qui les rendait très irréalistes. J'ai un souvenir, moi qui suis passionné depuis l'enfance par les effets spéciaux, avoir été choqué par ces singes en me disant que c'était raté. Mais la vérité, c'est que les effets numériques de Jumanji n'ont pas tous très bien vieilli. Les singes, comme je le disais, surtout sont gros point faible. Leur pelage leur rendu plus qu'approximatif, leur animation est saccadée, et en plus le compositing, leur incrustation dans les images réelles, est parfois assez douteuse, il faut le dire. En 1995, les spectateurs étaient ébahis. En 2025, on voit les ficelles, les éléphants et les autres animaux sans poils sentir beaucoup mieux parce que la difficulté principale des images de synthèse de l'époque, c'était justement le rendu des poils et des cheveux. Mais attention, faut pas croire que tout était numérique dans Jumanji. Loin de là, l'usage des images de synthèse était parcimonieux, en partie par choix artistique, et en partie parce que c'était trop cher pour faire tout en numérique. Pour les gros plans et les scènes tournées en studio, c'est le duo Alleguilis-Tomo Jr. qui a fabriqué les créatures en dur. Le lion, quand il est vu de près, c'est un animatronique. La plante carnivore géante, c'est un animatronique. L'alligator mécanique dans la scène de l'inondation, c'est un animatronique. Les araignées géantes, on le voit bien d'ailleurs, ce sont des animatroniques. Ces bestioles mécaniques étaient incroyablement détaillées et réalistes. Et honnêtement, le lion, par exemple, a bien mieux vieilli que les singes numériques. Et il y a une anecdote technique que j'adore. Le rhinocéros qui traîne derrière le reste de la meute. Dans une scène, celui qui a l'air de souffler comme un asthmatique en fin de course. C'était une erreur d'animation. Un problème de fréquence d'image qui faisait que le rhinocéros bougeait plus lentement que les autres animaux. Mais au lieu de corriger l'erreur, l'équipe a ajouté des bruits de respiration sifflantes pour donner la personnalité au rhinocéros. L'erreur est devenue un gag. C'est la définition même de l'art du cinéma. Transformer ta merde en or. La scène d'inondation du manoir est un cas d'école en matière de production physique. Kirsten Dunst a raconté que cette scène était un cauchemar à tourner. La scène où le salon du manoir se remplit d'eau et où les personnages grimpent sur le lustre pour échapper au crocodile. C'était tourné avec de l'eau réelle dans un décor qui se remplissait littéralement. Les acteurs portaient des combinaisons de plongée sous leurs costumes pour ne pas mourir de froid. Dunst a dit qu'elle était en souffrance pendant le tournage de cette scène. Sa mère a dû trouver des astuces pour la réconforter entre les prises. À 13 ans, tu devrais être en train de regarder des clips de Buzz Bang sur MTV, pas en train de barboter dans 3 mètres d'eau froide accroché à un lustre en polystyrène pendant qu'un crocodile animatronique essaie de te bouffer les mollets. Le jeu de plateau lui-même était un accessoire remarquable. Le plateau de Jumanji dans le film se compose de 110 cases, ce qui veut dire 110 possibilités différentes de danger. Et le mot Jumanji lui-même, selon l'auteur Chris Van Allsburg, vient du Zoulou et signifie « beaucoup d'effets », ce qui fait référence aux conséquences passionnantes du jeu, comme mentionné dans le film. 110 cases de bordel en puissance. Toi qui ne connais pas probablement... Ah, il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Toi qui ne connais pas probablement Joe Johnson, en dehors de Jumanji, et qui te dit « Mais c'est qui ce type qui n'est ni Spielberg ni Cameron ? Laisse-moi te faire son autopsie rapide, parce que son parcours explique beaucoup de choses sur ce film. » Joe Johnson est né en 1950 au Texas. C'est un mec qui a commencé sa carrière chez ILM, le studio d'effets spéciaux de George Lucas, on l'a dit. Il a bossé comme directeur artistique sur les 3 premiers Star Wars
et sur les aventuriers de l'Arche perdue. C'est lui qui a conçu visuellement le look de Boba Fett, le chasseur de primes le plus stylé de la galaxie et du Faucon Millennium. Le type qui a dessiné le vaisseau de Han Solo, bordel. Quand même! Il a même gagné un Oscar des effets visuels pour les aventuriers de l'Arche perdue en 1982. C'est pas n'importe qui, le gars. Donc, après avoir quitté le monde des effets spéciaux pour passer derrière la caméra, Johnston a réalisé Honey, I Shrunk the Cat and the Kids, Chérie, j'ai rétréci les gosses, en 1989, un gros carton mondial pour Disney qui a lancé une franchise. Le film a remporté 222 millions de dollars dans le monde, puis il a enchaîné avec Les Aventures de Rocketeer en 1991, un film que j'adore, un film d'aventure rétro en costume, qui a été un beat commercial, mais qui est devenu culte des années plus tard. Et puis en 1995, Jumanji. Ce que tu dois comprendre sur Johnston, c'est que c'est un artisan, pas un auteur au sens où on l'entend. Pour Fincher, Kubrick ou Scorsese, Johnston ne fait pas de cinéma d'auteur. Il fait du spectacle efficace, bien huilé, techniquement impeccable, avec une sensibilité pour le fantastique et le merveilleux, qui remonte à ces années chez Lucas. C'est le genre de réalisateur que les studios adorent parce qu'il livre son film dans les temps, dans le budget et avec un résultat qui plaît au public. Et c'est aussi le genre de réalisateur que les critiques snobent parce qu'il ne fait pas de cinéma avec un grand C. Mais voilà le truc. Johnston, justement, parce qu'il vient du monde des effets visuels, comprend mieux que personne comment marier les effets pratiques et numériques. Sur Jumanji, c'est cette double compétence qui a fait la différence. Il savait quand utiliser un lion animatronique et quand utiliser un lion numérique. Il savait quand les singes en images de synthèse allaient fonctionner et quand il fallait couper avant que ça devienne ridicule. Il savait gérer le budget des effets spéciaux comme un chef de chantier qui répartit ses ouvriers entre les tâches prioritaires et les tâches secondaires. Sans Johnston, Jumanji n'aurait probablement pas coûté le même prix, au moins 2 fois plus cher. Il n'aurait pas été meilleur. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, diriger Robin Williams n'était pas une sinécure. Johnson avait cette angoisse permanente que Williams transforme le plateau de scène en one-man show. Mais il a trouvé le bon équilibre. Il a laissé Williams improviser avec Bonnie Hunt dans certaines scènes, parce que l'alchimie était magique et que les meilleures vannes venaient de ces moments-là. Mais pour les scènes d'action et les scènes émotionnelles, il a tenu bon et a exigé que Williams reste dans le texte. C'est un art de direction d'acteur très subtil. Lâcher la bride au bon moment et la resserrer au bon moment. Trop de contrôle et tu étouffes le génie. Pas assez et le film part en vrille. Après Jumanji, Johnson continuera sa carrière de solide artisan hollywoodien. Il réalisera, entre autres, October Sky en 1999, un drame inspiré d'une histoire vraie, qui est probablement son meilleur film. Puis Jurassic Park 3 en 2001, un film alimentaire qui sent le chèque de paix, mais qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas si mauvais par rapport à la nouvelle trilogie Jurassic World. Soit dit en passant. Et en 2011, Captain America, le premier Vengeur, le premier en québécois, le premier volet de la saga Captain America de l'univers Marvel. Oui, le type qui a fait Jumanji a aussi lancé Captain America au cinéma. Son parcours, c'est un tour d'horizon complet du cinéma de divertissement américain sur 4 décennies. Maintenant, toi dans le patrimoine cinématographique se résume à ce que TF1 passait le dimanche après-midi
Entre 1996 et 2005, on va parler du doublage français de Jumanji. Parce que ce podcast, c'est histoire d'en dire plus cinéma. Pas History of Saying More Cinema. Et ici, on parle en français de France. Merde. Même si je regarde toujours les films en VO, parce qu'en général, ils ont une meilleure piste audio. Wow. Le doublage français de Jumanji était un cas d'école de l'âge d'or du doublage hexagonal. Robin Williams était doublé par un de comédiens dont la voix est indissociable de la star américaine dans l'esprit de toute une génération. Et le résultat est remarquable parce que doubler Robin Williams, c'est l'un des exercices les plus périlleux du métier. Comment tu doubles un type dont la moitié du jeu d'acteur repose sur l'énergie vocale, les changements de rythme, les accélérations soudaines, les murmures suivis de hurlements? Comment tu traduis cette folie verbale sans la trahir? Jonathan Hyde est doublé par Robert Gilmar dans le rôle de Samuel Parish, et c'est intéressant parce que le choix de voix pour le père et pour Van Pelt devait refléter cette dualité dont on a parlé plus tôt. Le chasseur et le père, le même acteur, la même voix, deux personnages. En version française, ce choix artistique est respecté et ça renforce l'impact émotionnel de la scène finale. Kirsten Dunst est doublée par Noémie Orphelin. Une voix que tu as entendue des dizaines de fois sans le savoir si tu as grandi dans les années 90. Bradley Pierce est doublé par Damien Dandre. Les Bonnie Hunt par Marie-Christine Bailens. Et parlons des répliques en version française, parce que c'est ce qu'on cite entre nous, pas la version originale. La version qu'on a entendue gamin dans notre salon en mangeant des granolas devant le magnétoscope. Une loi de Jumanji ayant été brisée, tu reculeras encore plus que ton pion. Cette phrase, c'est la sentence du jeu quand Peter essaie de tricher. En français, ça rime, c'est menaçant, c'est parfait. Et quand Peter commence à se transformer en singe, la terreur dans la voix de Judy quand elle crie « Peter, tes mains! Regarde tes mains !» C'est un moment qui a traumatisé toute une génération de gamins français. Et la réplique fétiche du film, celle qui résume tout le propos, c'est cette phrase que Samuel Parish dit à Alan et que Van Pelt confirme par l'action. Tôt ou tard, il faut affronter son adversaire. En français, c'est sobre, c'est direct, c'est efficace. Pas besoin d'être appliqué. La vérité est universelle. Si tu fuis tes problèmes, ils te rattraperont déguisé en chasseur colonial, avec une moustache ridicule et un fusil à éléphant. Et puis il y a la scène de fin, quand Alan retrouve son père, après que le jeu a tout remis à zéro. Alan, redevenu enfant, court vers son père et le prend dans ses bras en pleurant. « Je suis tellement content que tu sois revenu, dit Alan. » Et son père, déconcerté, répond « Ça fait que 5 minutes que je suis parti. » Et Alan, en larmes, « Pour moi, ça a semblé beaucoup plus long. » Cette scène en version française, elle te détruit. Parce que Robin Williams, même doublé, même en version française, même à travers la voix d'un autre comédien, réussit à te faire chialer comme un bébé. C'est la marque des grands acteurs. Leur émotion transcende les langues. Jumanji est sorti en France le 14 février 1996. Le 14 février, la Saint-Valentin. Et ouais. Imagine le mec qui termine sa copine au cinéma pour la Saint-Valentin et qui lui offre un film avec des moustiques géants, une inondation et un lion qui essaie de bouffer Robin Williams. Joyeux Saint-Valentin, chérie. On va regarder un homme-enfant couvert de lianes se faire poursuivre par un chasseur psychopathe. Vachement romantique. Non? Le film a réalisé environ 2 millions d'entrées en France, ce qui en fait le 16e meilleur résultat au box-office français de l'année 96. C'est un score très solide pour un film fantastique familial, surtout quand tu considères que 1996, c'est aussi l'année de Mission Impossible
avec Tom Cruise, de L'Effaceur avec Schwarzenegger et du Bossu Notre-Dame de Disney. Jumanji s'est taillé une belle part du gâteau malgré une concurrence féroce. Mais c'est en vidéo que Jumanji est vraiment devenu le phénomène qu'il est aujourd'hui en France. La VHS, puis le DVD, puis de rediffusion télé. Ce film a été passé et repassé sur les chaînes françaises pendant 2 décennies. Chaque gosse français, né entre 1985 et 2000, a vu Jumanji au moins une fois. C'est devenu un des films que tu associes au mercredi après-midi, aux vacances de Noël, au goûter chez les copains. Un film de l'enfance, quoi. Un film de la nostalgie. Comme Les Visiteurs, dont j'ai parlé dans un épisode précédent, où Clavier et Reynaud étaient en mode hystérie cocaïnée. Jumanji fait partie de ces films qui définissent une génération. Et sur Allociné, le film obtient une note moyenne de 3,8 sur 5 de la part des spectateurs. Pas mal pour un film que la critique professionnelle a été traité avec condescendance à sa sortie. Le public a tranché et le public a dit « On s'en fout de vos analyses de cinéastes déprimés, ce film est génial. » Et le public a raison, comme souvent. Et là, je fais une pause dans l'autopsie pour une discrétion. À la floude. Parce que ce podcast ne serait pas ce podcast sans un moment où je pars complètement en vrille sur un sujet qui n'a rien à voir. Tu sais ce qui me fascine dans Jumanji? C'est le concept du jeu de société maudit. Pas le film, le concept. L'idée qu'un objet aussi banal, aussi quotidien qu'un jeu de plateau puisse devenir le portail vers l'enfer. Réfléchis 2 secondes. On a tous dans un placard un vieux Monopoly dont il manque 3 billets, le dé ou un Cluedo dont les cartes sont cornées. Ou même encore un Trivial Poursuite avec des questions qui datent de la présidence de Giscard. Ces objets sont inoffensifs. Ils sentent le carton humide et la nostalgie. Mais imagine que ton vieux Monopoly se mette à produire de vrais billets de banque et que le petit bonhomme de fer se mette à en faire à repasser, prenne vie et commence à repasser tes chemises pendant ton sommeil. Et que la classe prison ouvre un vortex vers Fleury-Mérogis. Imagine que ton Cluedo produise de vrais cadavres dans ta cuisine. Colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier. Et tu te retrouves avec le colonel Moutarde et effectivement là, dans ta bibliothèque, avec un chandelier ensanglanté, te regarde avec un air de dire « Tu vas chercher, t'as lancé les dés, hein ?» C'est le génie du concept de Jumanji. C'est la domesticité devenue le cauchemar. C'est l'ennui du dimanche après-midi qui se transforme en film d'horreur. Chris Van Allsburg a compris que quelque chose de fondamental sur la peur enfantine. Les enfants n'ont pas peur des monstres dans le placard. Ils ont peur que les choses ordinaires deviennent extraordinaires, que le jeu de société devienne réel, que la réalité perde ses règles. Et c'est exactement ce que fait Jumanji. Il prend ton salon, ton espace de sécurité, et il le transforme en jungle mortelle. Bon, digression terminée, on revient au merdier industriel. Toi qui as du mal à conceptualiser ce que représente 65 millions de dollars en 1995, je vais te refaire l'exercice que je fais à chaque épisode de ce podcast, qui consiste à transformer les budgets hollywoodiens en absurdités concrètes, pour que tu réalises à quel point l'industrie du cinéma est un gouffre financier sans fond. 65 millions de dollars de 1995, ajusté à l'inflation, ça représente environ 130 millions de dollars en 2025. C'est à peu près le PIB annuel d'un petit pays insulaire du Pacifique. Avec 65 millions de dollars en 1995, tu pouvais acheter environ 13 000 voitures neuves ou 650 appartements à Paris, ou nourrir la ville de Keene et 23 000 habitants pendant environ 3 ans. Et tout cet argent a été dépensé pour filmer Robin Williams, qui se fait poursuivre par des singes en pâte à modeler numérique dans une maison en carton-pâte
construite sur un terrain vague à Vancouver. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le budget de Jumanji à l'époque, il était considéré comme démentiel. En 1995, un film moyen coûtait entre 30 et 40 millions de dollars. Jumanji était dans la tranche haute, au même niveau que des productions comme Batman Forever ou Braveheart. Et une part considérable de ce budget est partie dans les effets spéciaux. ILM ne travaillait pas pour des cacahuètes. Chaque plan numérique coûtait des dizaines de milliers de dollars. Chaque singe, chaque éléphant, chaque course était facturée au prix d'or. Et comme je te l'ai dit, l'équipe a dû inventer des logiciels qui n'existaient pas pour créer des effets. Inventer la technologie ne fait pas partie des postes budgétaires habituels d'un film. C'est comme si tu embauchais un plombier pour réparer ta douche et qu'il te disait « Ah, va falloir que j'invente un nouveau type de tuyau. Ça va coûter un peu plus cher. » Sauf qu'au lieu de 50 € de plus, c'est 5 millions. Le salaire de Robin Williams pour Jumanji n'a jamais été officiellement divulgué. Mais les estimations de l'époque tourneraient de 15 à 20 millions de dollars, à lui seul. Williams représenterait entre un quart et un tiers du budget total du film. C'est le prix que tu paies quand tu veux la plus grande star comique de la planète dans ton film. Et honnêtement, c'était de l'argent bien dépensé. Sans Williams, Jumanji n'aurait jamais été un film d'effets spéciaux autre qu'oubliable. Avec Williams, c'est devenu un classique intergénérationnel. Le retour sur investissement est incalculable. Le film a rapporté 262,8 millions de dollars au box-office mondial, dont 100 millions uniquement aux États-Unis et au Canada, et environ 162 millions dans le reste du monde. En France, sorti le 14 février 1996, comme on l'a dit, il a attiré environ 2 millions de spectateurs dans les salles. Le ratio budget-recette de Jumanji est d'environ 1 jour pour 4, ce qui est excellent. Pour chaque dollar investi, le film en a rapporté 4, sans compter les revenus colossaux de la vidéo, des droits télévisés et du merchandising, et sans compter la franchise qui a suivi et qui a généré plus de 2 milliards de dollars supplémentaires. Si les producteurs Scott Krouf et William Tetler ont lu ce livre à leurs gosses en se disant « Putain, on pourrait en faire un film », ils ont eu le flair commercial du siècle. Bon, toi qui penses avoir tout compris à ce film parce que tu l'as maté en doudoune sur ton canapé pendant les vacances de Noël 98, je vais te révéler un truc que la moitié des gens qui ont vu Jumanji n'ont jamais capté. Et si tu l'avais capté, bravo, tu fais partie de l'élite cinéphile de ce podcast. Cette minorité de dégénérés éclairés qui regardent les génériques de fin. Jonathan Hyde, l'acteur australien qui joue Van Pelt, le chasseur colonial psychopathe, qui traque Alan Parrish à travers la ville avec un fusil éléphant et des moustaches, digne d'un sergent-major de l'armée britannique des Indes. Cet acteur-là joue aussi le père d'Alan Parrish, Samuel Parrish, le même type, les deux rôles, et c'est pas un hasard. C'est pas une économie de casting, parce que le budget était trop serré, non. C'était un choix narratif délibéré, et carrément brillant quand tu y penses. Réfléchis 2 secondes. Au début du film, on nous montre un gamin, Alan, qui a une relation pourrie avec son père. Samuel Parrish est un homme strict, rigide, qui veut que son fils aille à Cliffside, une école privée probablement peuplée de petits connards en blazer, et qui dirige son usine de chaussures d'une main de fer. Samuel veut que son fils affronte ses peurs, qu'il devienne un homme. Et Alan, lui, ne veut pas. Alan a peur. Alan fuit. Et la dernière chose que son père lui dit avant qu'il disparaisse dans le jeu, la leçon qu'il essaie de lui inculquer, c'est justement qu'il faut essayer de faire face à ce qui te fait peur. Et quand Alan est aspiré dans le jeu à l'âge de 12 ans,
et qu'il y passe 26 ans dans une jungle cauchemardesque, qu'est-ce qui se passe? Le jeu a créé un antagoniste pour le forcer à affronter sa peur. Et cet antagoniste prend la forme de la chose qu'il craint le plus au monde, son père. Van Pelt, c'est la peur d'Alan réincarné. C'est son père transformé en cauchemar colonial, armé jusqu'aux dents. Et pendant tout le film, Alan fait exactement ce qu'il faisait avec son père. Il fuit, il court, il se planque, il refuse l'affrontement. La réplique du film comprend alors tout son sens. Tôt ou tard, il faut affronter son adversaire. Cette phrase, c'est à la fois le conseil du père et la menace du chasseur. Et c'est seulement à la toute fin du film, quand Alan arrête de fuir, il décide de faire face à Van Pelt, il peut terminer le jeu et retrouver son père. La scène finale où Alan se jette dans les bras de son père en pleurant, c'est la résolution de tout ce film. C'est un gamin qui a appris en 26 ans d'en faire dans une jungle magique la leçon que son père a essayé de lui enseigner un soir de 1969. Et tout ça fonctionne parce que c'est le même acteur. Parce que ton inconscient de spectateur fait le lien. Même si tu ne l'analyses pas rationnellement. Tu sens que Van Pelt et Samuel Parrish sont liés. Tu sens que le chasseur représente quelque chose de plus profond qu'un simple méchant d'aventure. Jonathan Hyde joue les deux rôles avec une subtilité remarquable. Son Samuel Parrish est autoritaire mais aimant. Son Van Pelt est cruel mais avec une sorte de respect pervers pour sa proie. Bon garçon, tu te comportes enfin comme un homme, dit Van Pelt quand Alan accepte de lui faire face. C'est exactement ce que son père aurait dit. Pour un film que la critique est qualifiée de simple divertissement bruyant et tape à l'œil, c'est une profondeur psychologique assez remarquable, et que c'est en grande partie grâce à Robin Williams, qui a insisté pendant que le développement du film pour que l'histoire père-fils et cet aspect homme-enfant, qui doit le dire, soit au centre du récit. Joe Johnston a confirmé que Williams ne voulait pas le film à moins que cette dimension soit renforcée. Le génie comique savait que sans cette encre émotionnelle, Jumanji n'aurait été qu'un film d'effets spéciaux sans âme. Et il avait raison. C'est un peu ce que j'expliquais dans l'épisode sur Toy Story. Quand Pixar avait compris que si Woody n'était qu'un connard jaloux, sans arc de rédemption, le film s'effondrerait émotionnellement. Ici, Williams a compris la même chose. Sans l'arc du père-fils, Jumanji s'effondre. Les singes numériques et les stampes et les poursuites ne suffisent pas. Il faut que les acteurs aient une raison de s'accrocher au personnage principal et à cette raison. C'est ce gosse perdu qui veut juste que son papa l'aime. Toi qui as probablement oublié le nom de Bonnie Hunt parce que l'industrie du cinéma oublie systématiquement les actrices qui ne font pas couverture de Vogue, je vais te rendre justice parce que cette femme est une des pierres angulaires secrètes de Jumanji. Bonnie Hunt joue Sarah Whittle, la copine d'enfance d'Alan Parrish, qui assiste à sa disparition dans le jeu en 1969 et qui reste traumatisée pendant 26 ans. Quand on la retrouve en 1995, Sarah est devenue diseuse de bonne aventure, une femme fragile et hantée qui n'a jamais pu expliquer à personne ce qu'elle avait vu ce soir-là. Et Hunt joue ce personnage avec une justesse remarquable. Elle est drôle sans être ridicule, émouvante sans être larmoyante, et elle tient tête à Robin Williams dans les scènes d'improvisation avec une aisance qui force le respect. Parce que Hunt
avant d'être actrice, était comédienne d'improvisation à Chicago, formée au Second City Theatre, le même berceau qui a enfanté John Belushi, Dan Aykroyd, Bill Murray, Tina Fey et une ribambelle d'autres génies. Hunt était une improvisatrice redoutable, et c'est précisément pour ça que Johnson l'a choisie. Il savait que si Williams dérapait dans l'improvisation, Hunt serait la seule capable de le suivre, de lui renvoyer la balle et de maintenir la scène sur les rails tout en étant drôle. Jonathan Hyde a confirmé qu'entre les prises, Williams et Hunt improvisaient ensemble des personnages et des situations complètement délirantes, juste pour évacuer l'énergie comique que le script bridait. Hyde a dit que c'était de la joie pure de les regarder faire. Deux virtuoses de l'improvisation qui jouent ensemble comme des musiciens de jazz, se répondant, se relançant, construisant des cathédrales de comédie éphémère qui n'ont jamais été filmées et qui n'existent que dans le mémoire de ceux qui étaient présents sur le plateau. Et dans le film lui-même, la relation entre Alan et Sarah est le deuxième pilier émotionnel, après la relation père-fils. Alan et Sarah sont deux enfants traumatisés qui se retrouvent 26 ans plus tard et qui doivent terminer ce qu'ils ont commencé. C'est une histoire d'amour, mais pas au sens hollywoodien du classique. C'est une histoire de réparation. Deux personnes brisées par le même événement surnaturel qui trouvent dans la finalisation du jeu une forme de guérison. Et à la fin, quand le temps est remonté et qu'ils se retrouvent un enfant en 1969, sachant tout ce qu'ils savent, le premier geste est de jeter le jeu dans la rivière, ensemble. C'est leur thérapie, leur exercice commun. Hunt et Williams avaient une alchimie naturelle qui transcendait le scénario. Dans la scène où Sarah refuse d'abord de jouer parce qu'elle est terrifiée, et où Alan la convainc en lui disant qu'il ne comprend pas sa peur parce qu'il a passé 26 ans dans la jungle, la façon dont Hunt regarde Williams est d'une tendresse qui ne s'invente pas. Ce n'est pas du jeu d'acteur. C'est deux êtres humains qui se reconnaissent. Maintenant, toi qui lis des analyses de films sur Internet, en croyant que ça te donne un diplôme en cinématographie, on va prendre un peu de recul et parler du film en lui-même, de ce qu'il est vraiment et pourquoi il a marqué toute une génération, malgré des critiques mitigées à sa sortie. Jumanji est sorti le 15 décembre 1995 aux États-Unis, après une avant-première le 10 décembre à Culver City, en Californie. Le film a été produit par Interscope Communication et Golden Mean Productions, distribué par la TriStar Pictures, une filiale de Sony. On l'a dit, budget 65 millions de dollars, recette mondiale 262,8. 10e plus gros succès du box-office de l'année 1995 aux États-Unis. Pas mal pour un film tiré d'un album de 32 pages où fusil en noir et blanc. Mais les critiques n'ont pas été tendres. Le film a reçu un accueil mitigé, comme on dit poliment dans le milieu. En gros, la moitié de la presse trouvait ça bruyant, incohérent et techniquement imparfait. Le Hollywood Reporter a qualifié le résultat de brillant et tapageur, bourré d'effets spéciaux et de gags visuels surréalistes, mais a reconnu que les parties ne formaient pas un tout cohérent et que les créatures déchaînées pouvaient effrayer les jeunes spectateurs. Ils ont aussi noté que le scénario partait plus dans plus de directions que les ménageries en furie et comportait un prologue maladroit avec plusieurs faux départs. Et c'est là que je deviens un peu philosophe, toi dont la réflexion profonde se limite à choisir entre la sauce algérienne et les sauces blanches sur ton kebab du vendredi soir, parce que le temps a donné raison au public et tort aux critiques.
Jumanji, le film que la presse de 95 a traité avec condescendance, est devenu un film culte. Un classique intergénérationnel. Un film que les parents qui l'ont vu enfant montrent maintenant à leurs propres gosses. Et pourquoi? Parce que les effets spéciaux ont bien vieilli. Parce que franchement, les singes numériques sont maintenant au niveau d'un jeu vidéo sur PlayStation 1. Non. Parce que le cœur émotionnel du film tient la route. Parce que Robin Williams est magnétique. Parce que l'idée d'un jeu de société qui envahit la réalité est universellement terrifiante et fascinante. Et parce que la structure du récit, malgré ses imperfections, fonctionne. Le film a engendré une franchise. D'abord une série télévisée d'animation, diffusée de 1996 à 1919, d'abord sur UPN, puis en syndication, c'est-à-dire sur toutes les scènes, puis Zathura en 2005, un film du même auteur, Chris Van Allsburg, qui est essentiellement Jumanji dans l'espace, et enfin en 2017, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillian, suivi en 2019 par Jumanji Next Level. Les suites ont été d'énormes succès commerciaux, mais elles n'ont absolument rien à voir avec le film original en termes de ton et d'atmosphère. Le film de 95, c'est du fantastique, angoissant, mélangé à de la comédie. Les suites, c'est de la comédie d'action pure avec des muscles et des vannes. Deux univers différents. Il y a un détail qui me fait toujours rire. Dans la toute dernière scène du film original, on voit le jeu Jumanji échouer sur une plage. Les deux jeunes filles qui parlent français s'en approchent, attirées par les battements du tambour. C'est un clin d'œil à l'universalité du mal que représente le jeu et aussi une fin ouverte pour une potentielle suite. Les deux filles qui parlent français, comme si le film disait « Le bordel n'est pas fini et il va se répandre dans le monde entier ». Prophétique, quand tu penses à l'ampleur de la franchise 20 ans plus tard. Côté musique, la bande originale est signée James Horner. Oui, James Horner, l'homme qui a composé la musique de Braveheart, Apollo 13, et 2 ans plus tard, ce petit film que tu connais peut-être, appelé Titanic. La partition de Jumanji est tribale, percussive, inquiétante, avec ses battements de tambour africains qui sont la signature sonore du film. Ces tambours que tu entends quand le jeu appelle ses victimes, quand il te murmure « Viens jouer, viens jouer ». C'est Horner qui les a orchestrés. Et comme pour tout ce qui touchait Horner, c'est du travail d'orfèvre. Le type est un génie musical, emporté bien trop tôt dans un accident d'avion en 2015, 1 an après la mort de Williams. Les deux artistes qui ont donné son âme à Jumanji, partis 1 an d'intervalle, si ça c'est pas une putain de coïncidence cruelle, je sais pas ce que c'est. Parlons maintenant de la bande originale, toi qui mets Jumanji en fond sonore, sans même réaliser le travail de dingue qui a été fait sur la musique du film. James Horner, donc on a dit, ce nom qui devrait te faire dresser les poils sur les bras, c'est un minimum de culture musicale cinématographique. James Horner, c'est aussi l'homme derrière les bandes originales des Aliens le Retour, Les gens d'automne, etc. Pour Jumanji, Horner a composé une partition qui est à la fois tribale et orchestrale. On l'a dit, les percussions africaines, ces battements de tambour qui sont le signal d'appel du jeu, sont la signature sonore du film. Quand tu entends ces tambours, ton instinct te dit que quelque chose de dangereux va se passer. C'est du conditionnement auditif. Horner le fait avec une maîtrise absolue.
Mais au-delà des percussions, la musique de Jumanji est aussi profondément émotionnelle. Les thèmes liés au personnage d'Alan Parrish, à sa solitude, à sa relation avec son père, sont d'une mélancolie qui contraste magnifiquement avec le chaos visuel du film. C'est comme si Horner te disait « Oui, il y a des éléphants qui défoncent le salon, mais au fond, c'est l'histoire d'un garçon perdu qui veut rentrer chez lui. » Et cette dualité musicale, action brutale contre émotion intime, c'est ça qui donne au film sa profondeur émotionnelle. James Horner est mort le 22 juin 2015, à l'âge de 61 ans. On l'a dit dans un accident d'avion de tourisme en Californie. Et je le redis encore, moins d'1 an après Robin Williams. Les deux hommes qui ont donné son âme et sa voix à Jumanji, partis en l'espace de 11 mois. Le compositeur et l'acteur. La musique et les mots. C'est une coïncidence cruelle qui donne à Jumanji une dimension quasi spectrale quand tu le revois aujourd'hui. Chaque note, chaque tambour, chaque grimace de Williams, chaque rire improvisé, ce sont les derniers échos des deux artistes qui ne sont plus là. Et maintenant, toi qui adores les bêtiser et les coulisses rigolotes, parce que ça te donne l'impression de faire partie de la famille du cinéma, même si tu connais personne à Hollywood, et que ta seule connexion avec l'industrie, c'est le mec qui déchire les tickets à l'entrée du cinéma de ta ville, parlons des moments de génie improvisés de Robin Williams sur le plateau. Les bêtisés de Jumanji, qui circulent sur Internet notamment, une vidéo virale sur Reddit, sont un condensé de la folie créative de Williams. Dans la scène avec le pélican animatronique, tu sais, cet oiseau géant sorti du jeu qui se pose dans le salon, Williams improvise entre chaque prise. Dans une prise, il dit « Rien de tel qu'une bonne haleine flétant en pleine face ». Dans une autre, il dit « Rien de tel que des palourdes de la veille ». Et à chaque fois, il accompagne ses répliques d'une comédie physique délirante, battant des bras comme un poulet en colère, se mettant à la hauteur de l'oiseau pour lui parler dans les yeux, comme s'il négociait un contrat immobilier avec un volatile mécanique. La scène et la transformation de Peter en singe est un festival d'improvisation. Chaque prise offre une réaction différente de Williams quand il découvre le nouveau look de Peter. En une prise, il sort, les hormones vont taper tout, on dirait. En une autre, on va acheter un rasoir en sortant. Puis, c'est la pleine lune où il lui arrive un truc. Et encore, dans quelle allée on trouve la Vite. Le Vite. Le Vite, c'est une crème pour enlever les poils. Et la meilleure, depuis quand il est devenu Georges le petit curieux. L'équipe technique est pliée en deux à chaque prise. Le preneur de son essaie de ne pas rire dans le micro. Le caméraman tremble. Les Bradley Pierce, sous ses protèges de singe, essaie de garder son sérieux pendant que le plus grand comique de la planète fait son numéro juste pour lui. Et aussi cette anecdote sur les boucles de dialogue. En version originale, la réplique « Bien sûr qu'elle saura où elle est Sarah, c'est une voyante » a été improvisée par Bradley Pierce lui-même. Un gosse de 12 ans qui improvise une réplique dans un film à 65 millions de dollars et le réalisateur la garde au montage final. C'est la preuve que même à 12 ans, Pierce avait un timing comique naturel. Et c'est probablement un héritage de toutes ces heures passées avec Robin Williams dans la caravane de maquillage. Quand tu passes 3h30 par jour avec le meilleur improvisateur du monde, tu apprends par osmose. Et puis, il y a la légende du rhinocéros essoufflé. Dans la scène de poursuite, un rhinocéros traîne derrière le reste du troupeau comme un fumeur de 40 ans qui essaie de rattraper le bus. En fait, comme je l'ai dit avant, c'était une erreur d'animation, un problème de fréquence d'image qui faisait que le rhinocéros se déplaçait plus lentement que les autres animaux. Les équipes d'ILM
ont vu l'erreur au montage et au lieu de la corriger, ils ont ajouté des bruits d'aspiration, modifié l'animation pour transformer le bug en gag. Il est asthmatique, ce Reno, a probablement dit quelqu'un dans la salle de montage. Et tout le monde a dit « on garde ». C'est comme ça que naissent les meilleurs gags au cinéma, par accident. Comme la mouche dans le plan de la scène de réfectoire de Breaking Bad, ou le chat qui traverse le cadre dans la scène de la fusillade des affranchis. Les erreurs les plus heureuses sont celles que personne n'a planifiées. Et tant qu'on est dans les discrétions, toi qui te demandes pourquoi les films dans les années 90 avaient un charme que les films d'aujourd'hui n'ont plus, je vais te donner ma théorie. Et ma théorie, elle s'applique parfaitement à Jumanji. Les films des années 90 avaient des contraintes techniques, des contraintes budgétaires, des contraintes qui obligeaient les cinéastes à être inventifs. Sur Jumanji, tu ne pouvais pas tout faire en numérique, parce que la technologie n'était pas assez avancée, et parce que c'était trop cher. Alors tu mélangeais les animatroniques et le numérique. Tu construisais de vrais décors que tu détruisais pour de vrai. Tu mettais de la vraie eau dans des vrais studios. Tu faisais venir de la vraie neige, de vraies montagnes. Et le résultat, même imparfait, avait une tangibilité que les films entièrement numériques d'aujourd'hui ne peuvent pas avoir. Quand tu regardes le lion de Jumanji en gros plan, celui qui est un animatronique, il a un poids, une présence physique. Ses poils bougent avec l'air. Ses yeux brillent sous l'éclairage du plateau. Tu sens que cet objet existe dans le même espace que les acteurs. Et quand on passe au lion numérique pour les plans larges, les mouvements rapides, ton cerveau fait la transition sans trop se plaindre parce que tu as déjà établi dans ta mémoire que le lion est réel. Compare ça avec un film moderne où tout est numérique. Le lion, le décor, la lumière, parfois même les acteurs. Tout est parfait, trop parfait. Chaque poil est à sa place, chaque reflet de lumière est calculé au pixel près. Et ton cerveau, qui est un détecteur de conneries d'une sophistication remarquable, sent quelque chose. Il sent quelque chose qui cloche. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Pas assez réaliste pour être convaincant. Trop réaliste pour être accepté comme du dessin animé. Des films comme Jumanji, avec leur imperfection, leur mélange artisanal de techniques, n'étaient paradoxalement plus convaincants que ceux qui n'essayaient pas d'être parfaits. Ils essayaient d'être bons, et c'est la nuance. C'est un peu la même chose que ce que j'expliquais sur l'épisode sur Gladiator, quand Ridley Scott faisait tourner ses cascadeurs dans de la boue réelle, avec de vrais chevaux et de vraies épées émoussées, pendant que Russell prenait de vrais coups qui lui laissaient de vrais bleus. La douleur physique réelle transpire à l'écran. Tu ne peux pas la simuler en numérique. Et c'est pour ça que Gladiator, malgré ses défauts, reste un film viscéral qui te prend aux tripes. Comme Jumanji à son échelle, il reste un film qui te fait croire qu'un lion va te bouffer dans son propre salon. Et maintenant, dans la grande tradition de ce podcast, toi qui penses que je ne fais que lécher les bottes d'Hollywood, on va passer en mode mauvaise foi totale. Comme le faisait si bien l'équipe de 2 heures de perdu, avant qu'ils arrêtent et qu'ils laissent un vide abyssal dans le paysage du podcast français. On va démonter ce film qu'on adore comme si c'était un crime de guerre cinématographique. Commençons par l'éléphant dans la pièce. Littéralement. Les effets spéciaux. Bordel de merde, ces singes. Ces singes, en 1995, on nous vendait ça comme le summum de la technologie. En 2025, on dirait des personnages de dessins animés qui auraient été rejetés de Donkey Kong ou une triste Super Nintendo par manque de réalisme. Les singes de Jumanji ont l'air de pâte à modeler animées par un enfant sous caféine. Leur pelage a la texture d'une moquette de bureau des années 70. Leurs mouvements ont la fluidité d'un robot aspirateur qui se cogne dans les meubles.
et leur intégration dans les images réelles est si approximative qu'on a l'impression qu'ils ont été collés par-dessus avec du typex numérique. Les éléphants et le lion s'en sortent mieux parce qu'ils n'ont pas de poil à gérer. Enfin, sauf le lion. Mais les singes, putain, les singes, ils ont pris cher. Et le scénario. Le scénario. 4 scénaristes pour pondre ça. Jonathan Hesley, Greg Taylor, Gene Shine pour le scénario, plus Gene Van Allsburg pour l'histoire. 4 cerveaux réunis pour nous donner un script qui peut se résumer en une phrase. Des gens qui jouent à un jeu de société et de la merde sort du jeu. Voilà, fin du pitch. Chaque lancer de dés produit un nouveau danger. Les personnages courent dans tous les sens. Quelqu'un lance les dés à nouveau. Nouveau danger, on recourt. C'est comme regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo en mode panique, sauf que le jeu n'a qu'un seul bouton, c'est celui qui fait merde. Les incohérences logiques sont magnifiques. Alan Parrish était aspiré dans le jeu en 69, mais ressort 26 ans plus tard en 95, habillé en Robinson Crusoe avec une barbe de prophète du désert. Et quand le jeu est terminé et que tout est remis à zéro, tout le monde est renvoyé en 1969 et Alan se souvient de tout. Alors pourquoi les autres se souviennent de rien? Pourquoi Sarah ne se souvient mais les enfants n'existent techniquement pas encore puisqu'on est en 1969. Et si le jeu annule tout ce qu'il a causé, pourquoi le jeu existe-t-il toujours à la fin du film échoué sur une plage? S'il a le pouvoir d'annuler ses propres défaits, pourquoi ne s'annule-t-il pas lui-même? Le jeu de Jumanji a des règles qui changent selon les besoins du scénario, comme un joueur de Monopoly qui invente des règles quand il est en train de perdre. Et Van Pelt, qui va acheter un fusil dans un magasin d'armes américain en 1995, un type déguisé en chasseur colonial du 19e siècle entre dans un magasin d'armes à feu et achète un fusil de précision militaire sans que personne ne se pose de questions. Bon, d'accord, c'est l'Amérique, mais quand même, le vendeur ne lui demande même pas une pièce d'identité. Il se dit même pas, tiens, ce type il a l'air bizarre avec sa moustache à la sergent-major et son casque colonial. Non, il lui vend le fusil, lui montre comment ça marche, et Van Pelt repart terroriser la ville. C'est la scène la plus réaliste du film si tu considères la politique américaine sur les armes à la feu, et la plus surréaliste si tu considères qu'un personnage fictif, sorti d'un jeu de société, est en train de faire ses courses chez l'armurier du coin. Puis il y a Bebe Neuwirth dans le rôle de Tante Nora, le personnage le plus inutile de l'histoire du cinéma fantastique. Cette femme est la tutrice légale de Judy et Peter, les enfants dont les parents sont morts dans un accident de voiture au Canada. Mais qu'est-ce qu'elle fait pendant la maison est envahie par des singes, des moustiques géants, une plante carnivore, une inondation et un lion? Rien. Elle disparaît pendant la moitié du film. Et elle sort de la maison au début et ne revient que quand tout est terminé. Tante Nora, la gardienne la plus désinvolte de l'histoire du cinéma. Si les services sociaux existaient dans cet univers fictif, elle aurait perdu la garde dans les 5 premières minutes. Mais tu sais quoi? Malgré tout ça, malgré tous les singes en carton-pâte numérique, malgré tous les trous du scénario gros comme le Channel, malgré tous les personnages de Tante Nora qui sert à rien, malgré toutes les incohérences temporelles qui rendraient Einstein dépressif, ce film fonctionne. Il fonctionne parce que Robin Williams te prend par la main et ne te lâche plus. Il fonctionne parce que les gamins sont bons, parce que Bonnie Hunt est parfait en adulte, traumatisé qui n'a jamais dépassé le choc de voir son ami disparaître dans un jeu à l'âge de 13 ans, et parce que l'idée de base est si puissante qu'elle transcende toutes ses faiblesses d'exécution. Jumanji, c'est la preuve que le cinéma peut survivre à ses propres défauts quand l'émotion et le charisme... Je savais que j'allais la faire. Le charisme sont au rendez-vous. Pour comprendre pleinement l'impact de Jumanji,
toi dont la mémoire culturelle se résume à ce que l'algorithme de TikTok te montre entre deux vidéos, de chats et de 3 tendances de danse, faut que je te replace dans le contexte de l'année 95 au cinéma. 1995, c'est une année charnière dans l'histoire d'Hollywood. C'est l'année où la révolution numérique initiée par Jurassic Park en 93 commence à porter ses fruits dans toutes les directions. Toy Story, le premier long métrage entièrement en images de synthèse, sort la même année que Jumanji. T'as bien lu, ouais. La même putain d'année. Novembre 1995 pour Toy Story, décembre 1995 pour Jumanji. 2 films qui représentent les 2 faces de la même médaille technologique. Toy Story montre ce que tu peux faire quand tout est numérique, et Jumanji montre ce que tu peux faire quand tu mélanges le numérique avec le réel. J'ai déjà disséqué Toy Story dans un épisode précédent, celui où j'ai raconté comment Pixar avait failli se planter magistralement, et comment Woody était un connard fini dans la première version du scénario. Si tu l'as pas écouté, fonce. C'est un des meilleurs épisodes de ce podcast. 1995, c'est aussi l'année de Batman Forever, avec Val Kilmer, de Die Hard 3 avec Bruce Willis, de GoldenEye avec Pierce Brosnan, qui inaugurait son ère James Bond, de Seven de David Fincher, que j'ai aussi autopsié, de Braveheart de Mel Gibson, qui a raflé l'Oscar du meilleur film, et de Casino de Martin Scorsese. Le cinéma américain, cette année-là, c'est un festival permanent de films iconiques. Et Jumanji, avec ses 260 millions de dollars de recettes mondiales, se classe 10e au box-office mondial de l'année. Pas mal quand ta concurrent s'appelle Batman, James Bond, Mel Gibson en kilt, et Robin, Batman et Toy Story. C'est dans ce contexte de compétition féroce que Jumanji a réussi à installer une place durable dans la mémoire collective. Pas grâce à des Oscars, parce qu'il n'en a pas gagné, pas grâce aux critiques, parce qu'ils étaient mitigés, mais grâce à ce mélange improbable de spectacles visuels, d'émotions sincères et de charisme pur que seul Robin Williams pouvait apporter. En 1995, quand tu mettais Robin Williams dans un film, tu savais que le public viendrait. C'était le type le plus bankable de sa génération. Celui dont le seul nom sur l'affiche garantissait un minimum de 50 millions de dollars au box-office américain. Williams, c'était l'assurance tout risque du cinéma de divertissement. Jumanji est la preuve parfaite de cette réalité économique. Un concept solide plus une star magnétique égale un succès commercial garanti, même si les critiques font la gueule. C'est une leçon que l'industrie a oubliée depuis. Aujourd'hui, on mise sur les franchises, les univers connectés, les suites, les reboots. On ne mise plus sur les acteurs. Aucun acteur vivant aujourd'hui n'a le même pouvoir d'attraction que Robin Williams avait en 1995. Dwayne Johnson se rapproche, mais Johnson est une marque, pas un artiste. Williams, c'était les deux. Et c'est pour ça que le Jumanji de 95 restera toujours supérieur aux suites avec Johnson. Parce que derrière les effets spéciaux, il y avait un être humain irremplaçable. Toi qui écoutes entre 30 et 45 ans, qui écoute ce podcast parce que tu as grandi avec ces films et que tu cherches à revivre un peu de cette magie perdue. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà, mais que tu as peut-être besoin d'entendre formuler à voix haute. Jumanji, c'est le film de ton enfance qui résiste le mieux au passage du temps. Oh, les effets spéciaux, ils ont vieilli, ça, c'est certain. Les singes numériques sont à peu près aussi crédibles qu'un politicien en campagne.
La scène de la course-poursuite a des incrustations qui ferait pleurer un stagiaire en école de graphisme. Le crocodile mécanique de la scène d'inondation craque un peu aux articulations. Mais le film tient. Il tient parce que Robin Williams tient. Il tient parce que l'émotion tient. Il tient parce que tu te souviens de la première fois que tu l'as vu, de la première fois que tu as eu peur du lion, de la première fois que tu as ri des grimaces de Williams, de la première fois que tu as pleuré quand Alan retrouve son père. C'est ce que j'appelle la nostalgie sale. Pas la nostalgie propre et aseptisée des réseaux sociaux. Ces vidéos, les années 90 étaient merveilleuses, avec du synthétiseur en fond sonore et des images de Game Boy et de Tamagotchi. Non. La nostalgie sale, c'est quand tu revois un film que tu adorais et que tu réalises que derrière les souvenirs dorés, il y avait un gamin de 12 ans qui bouffait des shakes protéinés par une paille pendant 70 jours, une gamine de 13 ans qui souffrait de l'eau glacée, accrochée à un lustre, un génie comique qui se retenait d'être génial pendant 8 heures par jour pour pouvoir exploser le soir dans un club de Vancouver, et un studio qui comptait chaque dollar en priant pour que les singes numériques ne soient pas trop moches. C'est ça l'archéologie cinématographique gonzo que je pratique dans ce podcast. Pas détruire tes souvenirs, les enrichir, les compléter, te montrer que derrière les films que tu aimais, il y a une histoire humaine qui est encore plus fascinante que le film lui-même. Et te montrer que les gens qui ont fait ce film, des artistes, des techniciens, des enfants, ont mis une partie de leur vie et de leur souffrance dans ce truc pour que toi, assis dans ton canapé un dimanche pluvieux, tu puisses vivre une aventure. Et ça, bordel, ça mérite le respect. Toi qui scrolles tes réseaux sociaux en mode zombie, et qui tombes sur des vidéos top 10 des films cultes des années 90, entre une pub pour du dentifrice et une recette de gâteau au micro-ondes, arrête-toi 2 secondes et écoute ce que je vais te dire sur l'héritage réel de Jumanji. Parce que ce film a laissé des traces bien au-delà de ce que tu imagines. D'abord, parlons technique. Les innovations d'ILM sur Jumanji ont directement influencé la façon dont Hollywood allait créer des animaux numériques pendant la décennie suivante. Le logiciel iSculpt, celui qui permettait de sculpter des expressions faciales sur des animaux en images de synthèse, a été réutilisé et amélioré sur des dizaines de productions ultérieures. Et la technologie de fourrure numérique développée pour le lion et les singes de Jumanji, aussi imparfaite qu'elle a été, a posé les bases de ce qui deviendra les poils de Sully dans Monstres et compagnie, 6 ans plus tard, et éventuellement les pélages hyper-réalistes du Roi Lion de 2019. Tu regardes Aslan dans Narnia, ou les animaux de la planète des singes, tu regardes les petits-enfants techniques des singes en pâte à modeler de Jumanji, le bébé était moche, mais la nuit est devenue magnifique. Et puis il y a l'impact culturel. Jumanji a engendré une franchise qui, au total, a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. 2 milliards pour un film tiré d'un album de 32 pages au fusain. Bienvenue dans la jungle en 2017 a fait 962 millions de dollars à lui seul. Next Level en 2019 a rajouté 800 millions. Et un 4e film est en développement. La machine Jumanji ne s'arrête pas. Comme le jeu dans le film, une fois que tu as commencé à jouer, tu ne peux plus t'arrêter. La série animée, diffusée de 96 à 99, a étendu l'univers du jeu à des aventures dans le monde de Jumanji lui-même, montrant ce que les joueurs vivent quand ils vont s'inspirer dans le plateau. 3 saisons, d'abord sur UPN, puis en syndication. Ce n'est pas de la grande télé, mais ça a maintenu la franchise vivante dans l'esprit des gamins entre le premier et les suites. Des gamins. Les Atourants en 2005
réalisé par Jon Favreau, c'est la preuve que le concept de Van Allsburg est inépuisable. Le même principe qu'un jeu de société qui envahit la réalité, mais transposé dans l'espace. Zathura n'a pas eu le même succès commercial que Jumanji, mais c'est un bon film sous-estimé, avec un jeune Josh Hutcherson avant son Hunger Games. Ce qui me fascine, c'est la façon dont le concept de Jumanji s'est adapté à chaque époque. En 81, dans le livre, c'est un jeu de société classique, parce que c'est avec ça que les gamins jouaient dans les années 80. En 95, dans le film, c'est toujours un jeu de société, mais avec des effets spéciaux de pointe, parce que les années 90, c'était l'ère de la révolution numérique au cinéma. Et en 2017, le jeu de société devient une console de jeux vidéo, parce que les gamins de 2017 ne savent plus ce qu'est un plateau de jeu. Le concept mute avec la technologie. C'est la seule franchise que je connaisse qui utilise son propre prémisse comme une métaphore de l'évolution technologique du divertissement. C'est presque philosophique. Si tu oublies les vannes pipi caca de Kevin Hart. Et Pekin, dans le New Hampshire, cette petite ville de 23 000 âmes est devenue indissociable de Jumanji. On l'a dit, en juin 2025, 30 ans après le tournage, la ville a célébré un week-end anniversaire officiel. Le maire a lu une proclamation au Colonial Theatre, le même cinéma où le film a été projeté pour la première fois en décembre 1995 et où le public avait hurlé en reconnaissant les rues de leur ville à l'écran. Bradley Pierce, l'acteur qui jouait Peter, est revenu pour l'occasion. L'ancienne Paris Shoes est toujours là, sur le mur au coin de la rue Ouest et de la rue Main. 30 ans après, Jumanji fait toujours partie de l'ADN de Kin. Et maintenant, toi dont la gorge se serre un peu quand tu entends le nom de Robin Williams, parce que tu sais comment l'histoire se termine, et que tu voudrais que ça soit jamais passé, on va parler de l'homme derrière le personnage. Robin Williams, sur le plateau de Jumanji, c'est la version la plus concentrée de ce qu'il était dans la vie. Un type d'une générosité presque surnaturelle, d'une énergie inépuisable, d'une intelligence fulgurante, d'une fragilité que personne ne voyait, parce qu'il l'a cachée sous des couches et des couches de blagues et de personnages. Sur Jumanji, il a été le protecteur des enfants, le meilleur pote de l'équipe technique, l'improvisateur génial qui se retenait pendant le boulot et qui explosait le soir dans les clubs de Vancouver, et l'âme bienveillante qui offrait des ordinateurs à des gamines de 13 ans et des scripts reliés à ses collègues. Les bêtisiers de Jumanji qui circulent sur Internet sont une pure génie comique. Dans la scène où il rencontre le pélican, on l'a dit, et quand Peter se transforme en singe, à chaque prise d'une vanne différente, Kim Stardust a dit plus tard à Williams, qui lui avait fait monter les larmes aux yeux, rien qu'en repensant à lui, elle a dit qu'il avait laissé une empreinte sur elle à jamais. Il n'avait jamais arrêté d'être lui-même d'une façon magnifique. Et que la leçon la plus importante qu'elle ait apprise à 13 ans grâce à lui, ce n'était pas comment traiter une équipe de tournage. Robin Williams est mort le 11 août 2014, à l'âge de 63 ans. Les habitants de Kin ont placé sous l'enseigne Paris Shoes. Ils pleuraient. Les fans du monde entier ont revu Jumanji, Madame Doubtfire, le cercle des poètes disparus, Will Hunting, et tous se sont dit la même chose. Comment un homme qui donnait autant de joie aux autres pouvait-il souffrir autant à l'intérieur? Je ne peux pas faire un cours sur la santé mentale ici, ce n'est pas mon rôle, mais je vais juste dire ceci. Robin Williams sur le plateau du Jumanji, c'est l'image parfaite du paradoxe humain.
Un homme qui se relevait à l'aube pour apprendre la méditation à un gosse de 12 ans, couvert de prothèses, qui faisait rire un public de 300 personnes dans un club de Vancouver après une journée de tournage éreintante et qui portait en lui une souffrance que personne ne pouvait atteindre. Si tu écoutes ce podcast et que tu ne vas pas bien, parle à quelqu'un. Pas à moi, je ne suis animateur de podcast trash qui fait des blagues sur les singes en images de synthèse, c'est tout. Parle à un professionnel. Parce que même les génies les plus lumineux ont besoin d'aide. Il n'y a eu aucune honte à ça. Bon, comme dans chaque épisode de ce podcast, toi dans la sensibilité émotionnelle aussi entre celle d'une pierre tombale et celle d'un spectateur de télé-réalité après 3 verres de rosé, je vais te faire le bilan des victimes. Parce que chaque film laisse des traces et Julian Manji n'échappe pas à la règle. Commençons par les victimes physiques. Bradley Pierce, 12 ans, 70 jours de prothèse, 3 heures de maquillage par chaque matin, 1 heure de démaquillage chaque soir, nourri au chèque protéiné par une paille. Kirsten Dunst, 13 ans, combinaison de plongée sous ses costumes pour la scène d'inondation, souffrance physique pendant la scène du lustre. Des figurants Kin payés $60 pour courir en hurlant pendant le froid de novembre, pendant des heures. Des clips techniques du gérer de l'eau réelle, de la neige importée des montagnes, des décors détruits, des animatroniques capricieux, et des singes numériques récalcitrants. Des victimes artistiques, des centaines de plans numériques qui ont été faits, retouchés, améliorés, et qui malgré tout n'ont pas parfaitement vieilli. Et ça, les scénaristes qui ont dû transformer 32 pages d'album pour enfants en un script cohérent de 104 minutes et qui se sont fait reprocher par les critiques d'avoir un scénario qui part dans tous les sens. Joe Johnston qui a porté ce film sur ses épaules d'artisans compétents et qui n'a jamais reçu le crédit qu'il méritait. Et les victimes du temps. Robin Williams parti en 2014. Tim Turner parti en 2015. Joe Collins, le policier de Kin qui veillait sur les enfants acteurs, parti lui aussi. Le temps ne fait pas de cadeaux. Et Jumanji, ce film qui parle de temps perdu et retrouvé, est devenu le symbole involontaire de cette vérité cruelle. Mais il y a aussi les survivants, les gagnants. Le public a découvert un classique. Kin dans le New Hampshire qui a trouvé son identité. La franchise Jumanji qui continue de rapporter des milliards. Et des souvenirs, bordel. Des souvenirs de tous ceux qui ont vu ce film enfant et qui le montrent maintenant à leurs propres enfants, bouclant la boucle comme Alan Parrish, qui termine enfin sa partie après 26 ans. Jumanji, au fond, c'est une histoire de boucle. Le jeu qui s'enterre et qui ressort. L'enfant qui disparaît et qui revient. Le film qui sort en 1985, 15 et qui renaît en 2017. Le mémorial de Robin Williams qui apparaît sous une enseigne de magasin de chaussures dans une petite ville du New Hampshire. Tout revient, tout se termine et tout recommence. Comme les tambours du jeu qui ne cessent jamais de battre. Tu les entends ces tambours? Moi aussi je les entends. Et maintenant, toi aussi. Bon, on arrive au bout de cette autopsie. Toi qui as survécu à 2 heures de mort en train de disséquer un film pour enfants comme si c'était un cadavre au service médico-légal de Marseille un lundi matin. Et la question que je pose à la fin de chaque épisode, celle qui justifie l'existence de ce podcast dégénéré, c'est: qu'est-ce que ce merdier nous apprend sur le cinéma et l'humanité? Jumanji nous apprend que les meilleurs films sont souvent ceux qui sont faits dans la douleur. Un gamin de 12 ans, pendant 70 jours de prothèse, des acteurs trempés jusqu'aux os dans l'eau froide, accrochés à des lustres en polystyrène, un réalisateur qui avait tellement peur de son acteur principal qu'il a failli ne pas le prendre, des singes numériques qui ont nécessité l'invention de logiciels
qui n'existait pas. La neige importait des montagnes pour un plan de 5 secondes. Un budget de 65 millions de dollars en 1995, l'équivalent de 130 millions d'aujourd'hui, pour adapter un bouquin de 32 pages. Et au milieu de tout ça, un génie comique qui protégeait les enfants, qui apprenait la méditation à un gosse couvert de fausses fourrures, qui faisait rire une petite ville du New Hampshire et qui laissait un morceau de son cœur dans chaque prise. Un génie qui se retenait de briller pendant la journée et qui explosait de talent le soir venu dans un club obscur de Vancouver. Un génie qui offrait des ordinateurs et des scripts reliés et qui comprenait mieux que tous les autres scénaristes et tous les autres producteurs ennemis que derrière les effets spéciaux et les poursuites, il fait une histoire de père et de fils, l'histoire d'un homme-enfant qui apprend enfin à affronter ses peurs. Jumanji, c'est 262 millions de dollars au box-office mondial. C'est une franchise à 2 milliards. C'est une petite fille du New Hampshire qui pleure encore son acteur préféré. C'est la preuve, une fois de plus, que derrière chaque œuvre se cache souvent un beau merdier. Comme d'habitude, si ce podcast t'a appris un truc ou t'a fait rire, ou les deux, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si je le fais pas, je viendrai chez toi terminer une partie de Jumanji dans ton salon. Et crois-moi, tu veux pas savoir ce qui sort du jeu quand c'est moi qui lance les dés. Si tu veux continuer à explorer les coulisses sordides du cinéma, va écouter l'épisode sur Abyss, celui où James Cameron a failli noyer tout le monde, ou celui sur Alien 3, où la Fox a chié dans la combinaison spatiale de David Fincher, ou encore celui sur Toy Story, où Pixar a failli faire faillite, et où Woody était un connard fini dans la première version du scénario. C'est l'histoire d'en dire plus cinéma, le podcast disponible sur toutes les plateformes. Je suis Skybo Elio, et à la semaine prochaine. Et col roulé, depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibale, hein? Ce canard, là. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nids avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fais comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.